Et bienvenue entre deux pages, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon point lecture de septembre avec la partie consacrée au graphique. Je vais vous présenter là les romans graphiques BD et manga que j'ai pu lire en septembre. On va commencer tout de suite avec, je vais prendre celui-ci, mais c'est pas le bon tome, mais c'est pas grave, c'est pour que vous voyez un peu les graphismes. Donc j'ai lu le tome 9, donc ça c'est le tome 11, mais j'ai lu le tome 9 du Maître des livres de Umiharu Shinohara, publié chez Komiku. C'est une suite que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que j'ai les 8 premiers ou les 7 premiers tomes chez moi et du coup j'ai emprunté la suite de la série, il y a 15 tomes en tout. Donc dans ce tome 9, j'ai vraiment beaucoup aimé le côté toujours un peu doux, amer qu'il y a dans ce manga. On suit les personnages, toujours les mêmes personnages et je me suis vraiment très attachée au bout du 9e tome à ces divers personnages. On va avoir envie dans ce tome 9 d'aller relire, comme dans tous les tomes d'ailleurs, d'aller relire quelques romans jeunesse. Donc là dans ce 9e tome c'était surtout Le vent dans les saules et Peter Pan dont il est question. Et on va avoir aussi une notion de différence entre la bibliothèque municipale d'assez grande envergure et la bibliothèque privée qui est la Rose Trémière, qui est une bibliothèque très restreinte au niveau du public. Donc savoir comment les bibliothécaires se comportent dans l'une et l'autre des structures, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a tout un côté sur une maman qui est américaine, je crois, et qui a du mal à s'intégrer au Japon. Donc il y a toute cette notion d'intégration des émigrés étrangers au Japon qui est évoquée. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Voilà, dans chaque tome, il y a vraiment des choses en rapport avec le quotidien de la vie des personnages, mais aussi du Japon, enfin des traditions du Japon. Voilà, c'est vraiment une série chouchou. C'est vraiment une série chouchou pour moi. Et si vous aimez tout ce qui est littérature jeunesse, je vous le conseille vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Dunk's Maiden of Amnesia de Maybe, publié chez Kana. Donc ça, c'était dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc ça y est, il est lu aussi. J'ai laissé un petit peu trop de temps entre le tome 3 et le tome 4, ce qui fait que j'étais un petit peu perdue quand j'ai repris ce tome-là. D'autant que dans ce tome, il va y avoir plusieurs personnages qui s'appellent Yuko. Donc il y a Yuko le fantôme, puisque c'est un fantôme, la revenante, et il va y avoir une deuxième Yuko dans ce tome qui va se faire passer pour morte mais qui n'y est pas. Alors c'est un peu perturbant d'avoir les deux Yuko, d'autant qu'elles se ressemblent pas, mais il y a quand même un air, donc c'est assez bizarre. Voilà, on s'y fait. Je suis toujours aussi fan par contre de Teichi, qui est le personnage masculin, dont la naïveté me sidère, mais j'aime beaucoup en fait. Et il y a un côté assez angoissant parce que on a les souvenirs de Yuko qui lui reviennent peu à peu, et en fait le crayonné, quand il s'agit des souvenirs, est agressif en fait. Ça renforce cette espèce d'angoisse qu'on a vis-à-vis de son passé, parce qu'on se demande vraiment ce qui va en ressortir. J'ai assez hâte de voir la suite pour vraiment découvrir qui elle est et comment elle est arrivée là vraiment. Donc ensuite on va passer aux BD. Donc les BD, c'est des choses que j'ai empruntées, donc j'essaierai de vous mettre les couvertures ici ou ici pour que vous ayez le visuel tout simplement, mais du coup je ne vais pas vous les montrer en physique. Donc j'avais emprunté le tome 3 de La boîte à musique. C'est de J.G. Carbone, il s'est publié chez Dupuis. Le tome 3, on va suivre toujours donc Nola et les Pandorians. Ça va se passer dans notre monde et il va y avoir des espèces d'intrus qui vont s'immiscer dans l'exomonde. La colorisation est toujours très très jolie, et notamment sur les scènes enneigées, c'est vraiment une réussite sur ce tome-ci. L'intrigue autour de ces intrus est justement assez intéressante. Voilà, c'est assez fluide sur ce tome. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'évolution du personnage de Nola, et notamment des éléments qu'elle peut avoir sur sa mère.
et sur le rôle qu'a joué sa mère dans la protection de Pandorian. Ça avance pas quoi. Ça avance pas dans ce tome 3, alors bon, j'espère que sur le tome suivant ça va un peu plus avancer parce que là c'est vraiment. Ça peine à démarrer, je trouve, même s'il y a toujours ce côté un petit peu magique et des personnages au bouille ronde, un petit peu doudou qui me. Voilà, c'est vraiment très très mignon comme graphisme. Mais il faut vraiment que l'intrigue démarre au tome d'après parce que là c'était un petit peu poussif. Voilà. De ce point de vue là, après sur l'intrigue des intrus, c'est très très bien mené et heureusement qu'elle est là. Ensuite, j'ai lu Le vent dans les sables, le tome 2 de Michel Plessix. C'est publié chez Delcourt. Là, on est sur la suite du vent dans les saules. Donc, le vent dans les saules avait été adapté en BD en 5 tomes, je crois, par Michel Plessix. Et du coup, il a fait une suite qui s'appelle Le vent dans les sables. Donc, on suit toujours rats, taupes et crapauds dans leurs aventures. Et là, on est sur un tome où ils se sont retrouvés dans un bateau sur le tome 1. Et là, ils arrivent dans une ville portuaire en Afrique du Nord. Donc il y a tout l'ambiance et l'atmosphère de l'Afrique du Nord avec des couleurs chaudes, des détails, tout ce qui est les marchés, les souks, l'architecture aussi qui est très typique. Et on a toujours ce trio de personnages ultra attachants avec le côté un petit peu espiègle de taupe, les rêves de rats au tout début du tome qui m'ont fait absolument mourir de rire parce que vraiment, c'est vraiment très très drôle les premières planches avec ses rêves, et le côté sans gêne de Crapaud qui est toujours présent et qui les met bien dans la panade. Donc je suis assez contente de cette série, j'aime bien en fait suivre leurs aventures, je les trouve très attachants et puis ça fait c'est vraiment une invitation au voyage ces BD. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome des Royaumes du Nord par Stéphane Melchior et Clément Oubrerie chez Gallimard Jeunesse. C'était mieux que le premier tome. Le premier tome m'avait vraiment pas convaincue. Mais je me suis dit, bon, c'est quand même les Royaumes du Nord, sachant que j'ai adoré le roman. Là, on est typiquement dans le Nord, donc à Trollsund et dans la base des Enfourneurs. On suit l'évolution de la relation entre Yorek Bernison et Lyra, que j'ai trouvé vraiment très très réussi dans la BD, autant que dans le roman. Le rythme est beaucoup plus dynamique parce que c'est resserré au niveau de l'action, on n'est vraiment que sur ces scènes-là. Ça atténue un peu le côté ébauché des graphismes qui m'avait dérangé dans le premier tome. Après, au niveau des couleurs, c'est très réussi par contre, notamment sur les scènes d'aurore et de crépuscule. Au niveau des jeux de lumière, c'est vraiment sublime. Par contre, j'ai trouvé que les démons étaient vraiment pas beaucoup présents, notamment dans les dialogues. Là où dans le roman, Pantalémon est tout le temps présent, on a l'impression que c'est vraiment une partie de Lyra. Là, j'ai trouvé que dans les dialogues, il s'était pas beaucoup impliqué, alors que dans le roman, oui, il est tout le temps là, quoi. C'est vraiment, sa présence est palpable, alors que là, même si c'est de la BD, le côté, je trouve qu'au côté graphique, il y aurait pu y avoir justement cette prégnance de Pantalémon et des démons en général. Par contre, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est la retranscription de la beauté des sorcières, qui ne ressemble pas du tout au commun des mortels, entre guillemets. Et là, vraiment, les graphismes au niveau des sorcières représentent vraiment cette beauté irréelle qu'on a décrite dans les romans. Donc c'est vraiment très très réussi. Donc à voir sur le dernier tome de cette adaptation si c'est concluant. J'irai voir par curiosité. Mais c'est vrai que les graphismes, j'accroche pas des masses quand même. Ensuite, on passe à deux de mes coups de cœur du mois. Donc en plus du maître des livres qui est un coup de cœur à chaque tome. Donc il s'agit d'une fin de série donc en 2 tomes. C'est La rivière à l'envers, donc le tome 2, Anna, de Max Lerminier et Jet, sur la base du roman de Jean-Claude Morleva, que j'avais juste adoré. Donc le premier tome de cette adaptation BD, j'avais vraiment
beaucoup aimé, le tome sur Tomek. Et là, le tome sur Anna, c'est la même chose, quoi. On retrouve vraiment cet aspect onirique dans la colorisation et dans la douceur des traits. Il y a vraiment des choses merveilleuses dans ce tome. Donc on passe plein de paysages, donc le désert, la forêt, la mer et enfin la rivière Jar. C'est très dur à dire. Donc la rivière qui coule à l'envers, justement. Et le but ultime de cette quête est assez occulté, j'ai trouvé dans ce tome-là, et dans le roman c'est un peu pareil, par les multiples vies que traverse Anna en fait, parce qu'elle a vraiment beaucoup vécu, c'est très bien représenté dans la BD, et il y a vraiment un respect du rythme du roman dans cette adaptation qui se fait sans brusquerie, c'est sans à-coups, c'est vraiment très fluide, ça coule tout seul. Et c'est, enfin voilà, ça donne juste envie d'aller replonger dans le roman, quoi. C'est un roman d'aventure qui est juste magnifique. Enfin, si vous avez jamais lu Jean-Claude Monleva, allez-y parce que c'est sublime. Et les adaptations BD, franchement, je vais suivre les autres adaptations BD de ces romans parce que ça donne vraiment envie d'aller découvrir son univers. Le deuxième coup de cœur dont je voulais vous parler, c'est une découverte pour le coup. C'est Bergère guerrière, donc le tome 1 par Jonathan Garnier et Amélie Fléchet chez Glénat. J'ai beaucoup aimé cette BD. Déjà l'idée originale d'un village où les hommes sont partis à la guerre il y a une dizaine d'années et ne sont jamais revenus, et les femmes ont dû s'organiser et au final elles sont le centre névralgique du village. Elles assument à peu près tous les rôles et j'ai trouvé ça très engagé en fait déjà d'emblée. Mais après il y a ce côté, il y a le côté féministe très prégnant dans cette BD, mais il y a un espèce de contrebalancement et d'équilibre qui est apporté par le personnage de Liam. Qui aborde, je trouve, de la nuance et qui rend les choses beaucoup plus profondes et beaucoup moins caricaturales que ce qu'elles auraient pu être. Tout comme les caractères des personnages, de tous les personnages d'ailleurs, dans cette BD, qui sont chacun campés sur des caractéristiques très... voilà, je suis peureuse, je suis courageuse, je suis plus manuelle, je suis plus douée à l'arc, je suis plus machin. Elles ont chacune vraiment des caractéristiques et en même temps c'est très nuancé par d'autres actions qu'elles ont au cours de l'aventure et j'ai trouvé ça très intelligent. Au niveau de la colorisation, on est vraiment dans quelque chose de très lié à la nature, donc on est parfaitement dans le cadre naturel de l'histoire et ça m'a fait beaucoup penser à Rebelle de Disney, notamment le personnage de Molly. Quand je l'ai vu débarquer avec sa crinière, j'ai fait mais oui, oui, on est bien en plein dans le côté rebelle, je n'ai pas besoin d'hommes pour survivre, je peux m'assumer toute seule, enfin c'est vraiment ce côté-là. Ça bouscule les stéréotypes et en même temps ça remet en cause beaucoup de traditions. Il y a vraiment cette remise en cause des traditions qui est centrale dans ce premier tome. Et j'ai trouvé ça très intéressant à voir. Après, ça ne gâte rien sur le côté aventure de l'histoire parce qu'il y a vraiment une aventure et la dernière planche, on a juste envie d'aller voir le tome 2. Il y a quand même ce côté réflexif qui est très présent tout au long de la BD et j'ai trouvé ça très sympa, surtout au niveau des instructeurs. Je trouve que voilà, il y a un pendant avec l'instructeur archer, le plus grand archer du village qui m'a fait beaucoup rire. Voilà, les personnages sont très drôles, c'est assez touchant, il y a un côté réflexion qui est très intéressant, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite et de voir comment évolue l'histoire et quelle est cette créature qu'il rencontre à la toute fin du premier tome. Et je termine avec le deuxième tome de la série Les Crocs de Léa Mazet, c'est aux éditions de La Gouttière.
c'est un deuxième tome, normalement il va y avoir un tome 3 qui n'est pas encore sorti et ça me désespère parce que ce tome 2, j'ai adoré. Déjà le premier tome j'avais vraiment adoré parce que ça partait sur une petite enquête qui avait un peu un accent fantastique parce qu'il y avait des marques sur les tombes. En fait on est dans cette BD avec un duo frère-sœur qui s'appelle Colin et Céline qui vivent dans un cimetière parce que leurs parents sont croque-morts. Donc ils sont assez malmenés à l'école. Il y a quand même une partie sur le premier tome qui fait état du harcèlement scolaire. Là sur le deuxième tome on est vraiment en plein dans l'enquête qu'ils font tous les deux. Ils font beaucoup de bêtises, ils sont très dissipés tout ça, leurs parents sont désespérés, bref. Mais ils sont quand même très soudés et ils ont cette vivacité d'esprit qui leur fait repérer des espèces de marques sur certaines des tombes du cimetière. Et voilà, il se passe quelque chose à la fin du premier tome qui donne absolument envie d'aller lire le deuxième. Et là, ils vont suivre leurs pistes par rapport à cet événement du tome 1. On est vraiment dans un côté thriller, même si j'avais deviné, on va dire, le méchant de l'histoire, enfin, la personne responsable en fait de... La personne responsable de... Je peux pas vous dire de quoi, mais voilà, la personne responsable, j'avais deviné qui c'était. Donc c'est assez évident, mais en même temps, il y a ce côté suspense qui reste quand même sur les implications et sur c'est les motivations de cette personne. D'autant qu'il y a un élément nouveau qui arrive à la fin du tome 2, et là on se dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi as-tu fait ça? C'est vraiment très intéressant. Le duo, ils sont tenaces, ils sont passionnés, on a vraiment envie d'aller avec eux. Au niveau des graphismes, on est sur quelque chose de très pointu. Les visages en fait sont très pointus, très allongés. Ça m'a fait beaucoup penser à ce qui a pu être fait sur la Brigade des Cauchemars. C'est assez semblable, enfin, semblable, non. Ça ressemble, on va dire. C'est pas semblable, mais ça ressemble assez à cet état d'esprit-là de personnages très allongés. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de lire le dernier tome, parce que je pense que ça sera un dernier tome de cette série thriller pour... Je sais même pas si c'est pour enfants. Je dirais plus ado quand même, parce que c'est quand même très sombre. Et ouais, plus pour des ados, je verrais bien ça. Et franchement, j'ai hâte de découvrir la fin de cette histoire parce que c'est vraiment palpitant. Et voilà, c'est tout pour mes avis lecture au niveau des graphiques en septembre. J'espère que cette deuxième partie vous aura aussi plu que la première. Et voilà, j'espère vous avoir intéressé, vous avoir donné envie d'aller lire ces BD. Et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir!